On va pas se fâcher, promis, et premier débat. On va chercher à démêler le vrai du faux. Il y a besoin, honnêtement, sur cette taxe Zucman, parce que on entend tout et son contraire, on lit tout et son contraire, et on se demande au final, ben voilà, qui dit la vérité et qui ment. Et pour ceux qui vivent dans une caverne, l'idée de cette taxe Zucman, c'est de prélever, je le rappelle, 2% de ceux qui ont un patrimoine au-delà de 100 millions d'euros. Ça concernerait 1800 foyers. Gabriel Zucman, je le cite parce que tout part de lui, il a fait beaucoup de médias encore cette semaine. Il dit « Tout le monde a désormais compris le problème. Les milliardaires, tout prélèvement obligatoire compris, paient 2 fois moins d'impôts que la moyenne des Français. » Je me tourne vers vous, Olivier. Vrai ou faux? Alors, c'est lui qui le dit, ça fait 20 ans qu'il travaille sur ces sujets-là. en fait, probablement assez faux, mais ce qui est très difficile, puisqu'on est là pour expliquer l'économie, la démêler, c'est qu'en effet, à l'origine de ces constats, il y a beaucoup de confusion, il y a des chiffres un peu tripatouillés, il y a des conclusions qui sont contestables, il y a aussi des éléments de stats qui sont utilisés, dont on se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas les bons. On pourra en parler, donc on pourrait en parler beaucoup, très longtemps, et est-ce que les très riches, globalement, paient moins alors, voilà, alors, l'un des problèmes essentiels, c'est que ce qui a été présenté au départ sur les comparaisons des taux d'impôt, c'était complètement dingue, faisait 2 erreurs méthodologiques, mais tragiques. Un, il oubliait en fait l'aspect redistribution dans les revenus pour calculer chez les plus modestes le taux d'impôt, ce qui est quand même un très très gros problème. Donc en fait, il faut rappeler ce que l'INSEE a montré, 60%, environ 57% des Français sont en fait gagnent de façon nette à la redistribution. En fait, c'est-à-dire que leur taux d'impôt en fait est négatif, c'est-à-dire qu'ils ont plus de redistribution si on met les services publics que le contraire. C'est pas vrai qu'une infirmière qui gagne 2 000 € par mois va payer plus en impôts, par exemple, que les gens très riches. Ce que montre aussi Zucman, d'ailleurs, la deuxième grosse erreur, c'est qu'il ne met pas la retraite, il compte la retraite comme impôt et il ne montre pas que c'est aussi un salaire différé. Ça, c'est une autre erreur méthodologique parmi beaucoup. À la fin, il montre quoi? Que ce qui est pas mal, c'est que notre système, il est très progressif en réalité, on le voit très bien. Plus vous êtes riche, si vous êtes un très haut salaire en France, vous allez payer beaucoup, et encore plus d'ailleurs en 2025. En pourcentage. En pourcentage, bien sûr, et donc en valeur absolue. Oui, valeur absolue, on s'en doute. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut rappeler, 10% des plus riches dans l'impôt sur le revenu apportent 75% de la recette de l'impôt sur le revenu. La question qui se pose, c'est, on est vraiment sur une tête d'épingle, on est environ sur 1800 foyers, on ne sait pas très bien, mais disons 1800 foyers, les 0,01%, peut-être même encore moins, qui gagneraient effectivement beaucoup plus, enfin qui seraient aux alentours de 100 millions, et pour lequel il a créé l'idée assez étonnante de revenu économique. C'est quoi le revenu économique? C'est quelque chose qui n'est pas un revenu parce qu'il n'a pas été touché. S'il avait été touché, et c'est assez, je trouve ça très très terrible d'avoir pu expliquer aux gens que les riches ne payaient pas d'impôts, s'ils touchaient cet argent, c'est-à-dire s'ils pouvaient utiliser cet argent pour partir en week-end ou pour s'acheter des barres chocolatées, j'en sais rien, eh bien ils seraient fiscalisés de façon assez lourde. Comme tout le monde, il y a une fiscalité des holdings. Alors je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un petit trou dans la raquette. Bah, si. Il y a un petit trou dans la raquette. Il y a un gros trou dans la raquette. Voilà, c'est ça. Il y a un trou dans la raquette, notamment au moment des successions, puisque avec le pacte Dutreil, vous allez pouvoir effacer les plus-values latentes. Le gouvernement, je ne vais pas défendre spécialement le gouvernement, enfin, il essaie de trouver une solution qui ne soit pas la solution un petit peu... c'est un peu l'idée radiothérapie, Zucman. C'est vraiment, on va faire un tapis de bombe, donc on va faire une taxe sur le patrimoine total. Et je crois qu'on a beaucoup vu au cours des derniers jours les conséquences complètement dingues que ça pourrait avoir sur notre tissu productif. Même François Mitterrand n'avait jamais mis le patrimoine productif professionnel, n'est-ce pas, dans l'assiette, ce qui est en fait un suicide économique complet, mais je crois que ça devient un peu clair, tout ça. Cyprien Boganda. Oui, moi évidemment. Suicide économique ou pas, cette taxe Zucman? Pardon? Suicide économique, il nous dit Olivier Babot, cette taxe Zucman. Non, évidemment, c'est pas un suicide économique. En fait, on entend un peu tout et n'importe quoi sur cette taxe. C'est un peu ce que vous disiez. On a expliqué que ça allait être une catastrophe économique, que les riches allaient tous quitter le pays. Et j'ai même entendu le patron de BPI France, qui est pourtant quelqu'un de mesuré, nous expliquer que c'était une taxe communiste. C'est Nicolas Dufour, je crois, qui a expliqué ça récemment. Le communisme, c'est en finir avec le grand capital. Là, l'idée, c'est pas d'en finir avec le grand capital, c'est juste de le taxer un peu. Gabriel Zucman, c'est pas Karl Marx. Et effectivement, lui, ce qu'il veut, c'est juste que les personnes qui gagnent beaucoup d'argent soient un petit peu imposées. C'est ce que vous avez décrit. Et c'est donc de créer un impôt plancher de 2% au-delà de 100 millions d'euros de patrimoine. Alors, ça concerne quand même très peu de monde. Vous l'avez rappelé, c'est 1800 foyers sur plus de 40 millions. Donc, c'est pas grand-chose. Et ils seraient très peu taxés. Donc, moi, je pense que c'est ni une spoliation fiscale, ni une catastrophe économique. Ce ne sera pas une spoliation parce que finalement, c'est pas anormal de demander aux plus fortunés de contribuer à l'effort de redressement de nos finances publiques. C'est compliqué de demander à la majorité de faire des efforts quand cette majorité
qu'une petite minorité de privilégiés n'est pas mise à contribution. Or, c'est là où je suis en désaccord avec Olivier, toutes les études montrent qu'on a un système fiscal en France qui est régressif, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de revenu, vous payez moins que la majorité des gens. Ça vient juste du fait que plus vous êtes riche, en fait, et plus votre richesse provient non pas de votre salaire, mais des revenus que vous tirez de vos entreprises, qui sont moins taxés pour toute une série de raisons, pour des raisons liées à l'optimisation fiscale, mais aussi plus généralement à notre fiscalité. Donc, ce n'est pas une spoliation fiscale, ce n'est pas une catastrophe économique non plus, parce qu'on ne va pas faire fuir les riches, on ne va pas les ruiner. Il y a une étude qui a été rendue publique il n'y a pas longtemps, qui a été faite par le Conseil d'analyse économique, qui n'est pas franchement une officine gauchiste, et qui en fait a étudié les effets produits par les changements de fiscalité sur les plus riches au cours des 15 dernières années. Et en fait, ce que nous dit le Conseil d'analyse économique, c'est que l'expatriation fiscale des plus riches, c'est-à-dire du top 1%, donc le 1% les plus riches, c'est des gens qui ont un revenu fiscal au-delà de 6 millions d'euros, c'est très faible, c'est seulement 0,2% de ces plus riches qui décident tous les ans de partir. Et quand ils partent, on pourrait penser que c'est une catastrophe économique parce que c'est souvent des gens qui sont propriétaires d'entreprises, et donc c'est des entreprises qui pourraient se retrouver désorganisées, qui pourraient fermer leurs portes, etc. Et en fait, c'est pas ce que nous dit la littérature économique. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, quand les plus riches s'en vont, ça peut désorganiser momentanément leurs entreprises, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a très peu de boîtes qui font faillite, et le plus souvent, elles sont rachetées ou absorbées par d'autres. Et donc, à l'arrivée, l'impact sur l'emploi et la valeur ajoutée est extrêmement faible. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que cette taxe-là, bon, c'est pas la panacée, hein, il ne s'agit pas de dire que c'est la seule chose qu'il faut faire dans ce pays, mais ce sera, à mon sens, ni une spoliation, ni une catastrophe économique. Voilà, et on nous sort cet argument, alors je ne sais pas si on va en parler, mais il y a un exemple, vous savez, qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celui du fondateur de Mistral AI. Vous savez, je trouve sa réponse assez intéressante. Il dit, moi, je n'ai pas les moyens de la payer, mais je suis pour plus de justice fiscale. Il dit, j'aimerais bien qu'on ait un débat apaisé et constructif sur le sujet. Ouais, mais juste pour revenir sur cet exemple-là, en fait, on nous sort cet exemple, effectivement, de quelqu'un qui peut-être ne pourrait pas payer la taxe parce que Mistral, vous savez, c'est une entreprise qui a marché, qui est valorisée à plusieurs milliards d'euros, mais qui ne fait pas de bénéfices. Mais sauf qu'en fait, ça concernerait en tout cas très très peu de gens en France. Je rappelle que les licornes, donc c'est-à-dire ces startups qui sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros, c'est une trentaine d'entreprises en France, tout compris. Donc, quand bien même toutes ces boîtes-là ne feraient pas de bénéfices, ce qui est faux, évidemment factuellement faux, ça représenterait quelques contribuables, quelques dizaines de contribuables qui auraient du mal à payer la taxe. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et en plus, Gabriel Zucman, qui est quelqu'un de très conciliant, il a prévu une solution pour ces gens-là. Est-ce que je peux répondre ou pas? Je peux répondre maintenant. Cyprien, on va laisser. D'ailleurs, je voyais Olivier qui grattait. Qu'est-ce qu'il a gratté pendant la réponse? Il y a tellement de choses. Prends des notes. Hein. Parce que le diable est dans le détail. Et le diable, par exemple, il est dans la confusion entre stock et flux en permanence. On dit, oh, ils peuvent bien payer, etc. Le problème, c'est que si vous avez un appartement à 250 000 euros, si vous faites à 2%, vous avez environ plusieurs milliers d'euros à payer. C'est 5 000 euros à peu près que vous avez à payer chaque année sur cette valeur. On ne se rend pas compte. Le problème, c'est de confondre le revenu et le flux et le stock. Et bien sûr que le flux, c'est le patrimoine. Bien sûr que le flux, il faut l'imposer et il est imposé en réalité. C'est incroyable de ne pas souligner que quand vous avez une entreprise qui va vous payer, qui fait, je sais pas, 100 de bénéfices, d'accord? Vous avez d'abord 25% en impôt sur les sociétés, d'accord? Et ensuite vous avez les 30%. Et si vous êtes dans les hauts revenus, de flat tax, de PFU. Et ensuite, si vous êtes dans les hauts revenus, maintenant vous avez la taxe Fillon depuis un moment, puis elle a été doublée en 2025. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes extrêmement imposé. D'ailleurs, tant mieux parce que c'est grâce à ça que l'État. Non, pas vraiment, parce que le 25%, les 30%, c'est pas sur les 100 d'avant. Ah oui. Et donc c'est à peu près. Mais on est à peu près après évidemment taxe Fillon dopée. Évidemment, on est évidemment à un peu plus de 50. Donc déjà, il y a évidemment une taxation qui est très importante. Sur Zucman, alors il s'est couvert de ridicule. Il y a je crois hier ou avant-hier, donc où il expliquait que dans le cas de Mistral, il a qu'à emprunter aux banques pour arriver à payer, ne sachant pas, parce que visiblement ça a trahi l'ignorance incroyable de beaucoup de gens qui font des propositions, y compris de M. Coquerel, qui a eu des déclarations un peu consternantes sur le fonctionnement de la vie économique et du monde des affaires. M. Zucman expliquait donc qu'il a qu'à emprunter, mais aucune banque ne prêtera jamais à quelqu'un qui a une entreprise qui est uniquement valorisée sur la base de profits potentiels futurs qui peuvent s'effondrer à tout moment. Donc, il a trahi à plein de moments l'ignorance absolue. Alors
Alors, le cherry on the cake, c'est quand même qu'on a découvert que les fameux super riches, il a utilisé le classement de Challenge parce qu'en fait, on n'a pas d'autres bases de données et que si tu regardes bien le classement de Challenge, la plupart, ils se sont déjà barrés, ils sont déjà cassés, la plupart ne sont pas en France. Ben oui, parce qu'on serait un paradis fiscal pour milliardaires, mais bizarrement, ils n'ont pas dû avoir les bons conseillers fiscaux parce que la plupart des milliardaires sont ailleurs. Je débunk enfin la fameuse étude dont tout le monde parle sur le fait que du Conseil d'analyse économique, qui en fait, si vous la lisez bien, elle dit en réalité que c'est une catastrophe économique parce qu'il y a un coût collectif énorme si vous voulez vraiment arriver à obtenir cet argent-là. Et en plus, il utilise des éléments passés qui n'ont rien à voir avec l'ampleur de ce qu'aurait la taxe Zuckman. On n'a jamais fait un truc de cette ampleur-là, donc arriver à comprendre ce que seraient les réactions face à ça, ce serait absolument impossible. Et puis, il y a un contre-exemple qui est très connu. À partir de Macron, quand il est arrivé et qu'il a changé l'ISF en IFI, il n'a pas supprimé l'ISF, il a changé l'ISF en IFI, mais alors là encore, il y a des fausses idées qu'on arrive à passer aux gens. Eh bien, en réalité, il y a eu, à un moment donné, une inversion et les gens sont retournés. Donc, il y a vraiment un effet. Voilà. Messieurs, parmi 1000 trucs à dire. Messieurs, sur le fond, il rappelle aussi, Gabriel Zucman, que les 500 plus grandes fortunes françaises, même si certaines ne sont plus là, c'était en 1996 6% du PIB. Aujourd'hui, c'est 42% du PIB. Ah, ça, c'est génial, ça. Ça, c'est génial. Alors, on va y venir, mais juste l'idée de se dire, on comprend bien que les plus fortunés sont investis en actions, en immobilier. Évidemment, ça a monté beaucoup plus vite que la croissance des salaires pour ceux qui sont salariés. Et donc, la question de fond, c'est ce besoin, cette demande française de justice fiscale, et donc de se dire finalement, les plus fortunés, ils ont beaucoup, et pourquoi est-ce qu'ils ne participeraient pas un peu plus au redressement des comptes de la nation? En quoi ça vous choque, ça? Alors là, par exemple, il y a un problème méthodologique fondamental. On prend un stock et on le compare à un flux qui est le PIB, et ça, c'est une escroquerie intellectuelle qu'il faut absolument dénoncer. Parce qu'il faut la comparer à quoi? Donc la fortune, c'est du stock, et le PIB, c'est un flux. Il faut la comparer à quoi? Au pourcentage dans les richesses totales de la nation. Et là, il n'y a pas de progression. Et si vous regardez par exemple le patrimoine moyen des 10% des plus riches vis-à-vis contre le patrimoine moyen des 50% les moins riches rapporté à la richesse totale, en réalité le taux de progression, à quelques points près, il est le même. En fait, la réalité, c'est que si vous regardez même l'indice de Gini, vous savez, qui est utilisé par les économistes pour voir les inégalités, si vous regardez plein de choses, il n'y a pas d'explosion des inégalités. La répartition de la valeur ajoutée, elle est toujours en faveur des salariés. Il n'y a pas, vous savez, le truc qu'on dit toujours sur le plateau, mais voyons, les inégalités explosent, c'est pas vrai. Quand on regarde le nombre de pauvres en France, on voit bien qu'il a augmenté. En réalité, le problème, vous savez, de l'indice du taux de pauvreté absolu, c'est qu'en fait, il est en pourcentage du salaire médian. Ça veut dire qu'en fait, on peut tous devenir plus riches et on pourrait quand même officiellement avoir plus de pauvres. Cyprien? C'est pas absolu, vous voyez? Oui, encore une fois, évidemment, ça ne va pas vous surprendre, pas d'accord avec ce qui a été dit. Évidemment qu'il faut taxer les plus riches, pas pour faire de la morale, en fait, mais c'est juste pour faire de la justice sociale. Je le redis, vous avez une dette publique quand même en France qui est très importante, 3 300 milliards d'euros. Vous avez des déficits publics qui explosent. Donc, c'est extrêmement compliqué de demander à la majorité de la population de faire des efforts quand il y a une minorité de gens qui n'est pas mise à contribution. Olivier essaie de nous expliquer que la France serait une espèce d'enfer pour les plus riches. Bon, je pense que si c'était à ce point infernal d'y vivre quand on a de l'argent, il y en aurait beaucoup moins des riches. Je rappelle quand même que la France, c'est le 3e pays au monde en nombre de millionnaires. Donc je pense que si ces gens-là vraiment avaient dû quitter le pays, ils l'auraient déjà fait. Et l'aspect régressif de notre système fiscal, encore une fois, ça a été démontré par beaucoup d'études. Et je ne parle pas uniquement d'ONG et de syndicats. L'Institut des politiques publiques, par exemple, qui est composé de gens extrêmement sérieux, des chercheurs qui connaissent un peu ce sujet, nous a montré notamment, et c'est une étude qui date d'il n'y a pas longtemps, que les 378 ménages les plus riches en France, donc des gens qui gagnent plus de 6 millions d'euros de revenus fiscaux, ils sont soumis à un taux d'imposition de 2% seulement. Quand vous ajoutez impôt sur le revenu, ISF, etc., c'est seulement 2%. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc moi je pense que en fait le cœur de tout ça, c'est le consentement à l'impôt. Pour que les gens aient envie, entre guillemets, de payer un impôt, il faut qu'ils aient l'impression, et d'une, que leur impôt est correctement utilisé, ce qui n'est pas toujours le cas en France quand on voit l'état de nos services publics, et de deux, que la charge de l'impôt soit équitablement répartie. Or, c'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et ce que propose Gabriel Zucman, c'est pas de faire la révolution, puisque c'est encore une fois quelqu'un d'extrêmement modéré, Gabriel Zucman. C'est juste de permettre, enfin de taxer un tout petit peu les plus riches, et donc qui contribuent à l'effort général. Donc il n'y a pas de, encore une fois, ce sera ni une spoliation ni une catastrophe économique.
J'ai vu Olivier dire non, mais... encore une fois, quoi. Alors, l'aspect régressif, et vous me citez quoi, 100, 200, 300, c'est-à-dire qu'effectivement, sur une tête d'épingle, et que si vous prenez en compte ce qu'on appelle le revenu économique, c'est-à-dire un revenu qui n'a pas été touché, c'est-à-dire que vous faites d'un stock, vous faites un flux en réalité, c'est-à-dire que vous dénoncez le fait qu'il n'a pas à toucher, donc il aurait dû toucher, et s'il les avait touchés, mais il ne les a pas touchés, donc ça n'a pas été fiscalisé. En réalité, si vous regardez, jusqu'aux 99,999% les plus riches, c'est hyper progressif. Donc vous racontez n'importe quoi. C'est le contraire de la réalité, c'est hyper progressif. On a un super système fiscal, je ne vous inquiétez pas, il est très progressif. Si vous êtes très riche, vous allez payer beaucoup. La charge d'intérêt, la charge des impôts équitables, là encore, c'est ce qu'a montré l'INSEE. 57% arrivent à avoir de façon nette la redistribution. C'est 40% qui payent. L'impôt, il est en fait extrêmement concentré. Et c'est ce qu'a montré l'INSEE, qu'on a le système le plus redistributif au monde. Ça permet, on baisse énormément le niveau de vie des gens les plus riches pour augmenter énormément le niveau de vie des gens les moins riches. On peut s'en féliciter, c'est un choix collectif, mais on ne peut pas en permanence expliquer qu'on vit dans un enfer fiscal, alors que la distribution, elle est déjà là, elle a été établie par l'INSEE et elle montre sa très grande puissance. Moi, j'en veux beaucoup à ce débat qui a mis dans la tête des Français que les riches ne faisaient pas d'efforts. Je veux dire, on a demandé 10 milliards aux grandes entreprises et aux plus riches l'année dernière, en 2025, sur le budget 2025, on fait comme si ça n'existait pas. On fait comme s'il n'y avait pas déjà une taxe sur le patrimoine à travers l'IFI, d'ailleurs aussi la taxe foncière. On fait comme si c'était pas déjà très concentré. C'est ça qui me met en rogne en fait. On fait comme si on était un enfer fiscal. Ça n'est pas vrai. On est un système qui redistribue beaucoup. Je m'en lamente pas spécialement. Ça existe, tant mieux. Ça crée en particulier, ça achète une forme de paix sociale, d'harmonie et c'est une bonne chose. Mais qu'on ne conduise pas en permanence. Il faut tout remettre à zéro parce que vraiment, chez nous, c'est l'enfer, c'est la jungle. Pourquoi 75% des Français sont favorables à cette taxation des plus fortunés? Mais vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour l'impôt des autres? Tout le monde est d'accord pour l'impôt des autres. Moi aussi, je suis d'accord pour que les gens payent des impôts. Si je suis contre cette histoire, c'est pas parce que j'ai spécialement des amis chez les gens qui ont plus de 100 millions, c'est que je pense que ça va nous revenir en bâton. Parce que, en fait, les gens, ça va jamais faire les 20 milliards, ça va me faire peut-être 1 ou 2 milliards et encore, et on voit pas les effets de bord. Et à la fin, qu'est-ce qui se passera? Ça sera toujours sur le reste. Le problème de cette histoire de taxe Zuckman, ce qui me met le plus en rogne en réalité, c'est que c'est un contre-feu pour faire oublier qu'il y a zéro proposition pour régler les vrais problèmes, les déséquilibres démographiques liés à la retraite, la maladie et l'efficacité de l'État. Voilà, c'est ça les vrais problèmes auxquels on est aujourd'hui. Si on croit qu'il y a un oncle d'Amérique qui va arriver pour arriver à nous sauver et faire qu'on a zéro effort à faire parce qu'il suffira de faire payer quelques riches, c'est quand même d'une incroyable naïveté ou mauvaise foi, ou stupidité. Le mot de la fin pour Cyprien, je vous laisse répondre. Et moi, j'ai juste une petite question. Je me suis dit, tiens, mais ça se trouve, cette taxe, elle existe ailleurs dans le monde et elle existe nulle part ailleurs. Oh, bah zut alors. Ça voudrait dire quoi, Cyprien? Ça voudrait dire qu'on va peut-être réussir à être plus intelligent en France que dans le reste du monde, ce qui serait pas mal. Certains disent qu'il faudrait que cette taxe existe, en fait, à l'échelle de la planète, pour pas qu'il y ait de concurrence fiscale. Ce qui n'arrivera jamais, évidemment. De toute façon, dès qu'il s'agit de fiscalité, plus il y a de pays qui décident de faire la même chose, et mieux c'est, ça c'est sûr. Mais je pense que Gabriel Zuckman, si vous lui proposez de créer un impôt mondial sur les plus riches, évidemment, il y sera favorable, parce que c'est justement quelque chose qu'il défend. Non, je voudrais juste revenir sur quelque chose qu'a dit Olivier, c'est sur le produit de cette taxe. Il a dit que ça ne rapporterait pas 20 milliards, ça rapporterait quelques milliards. Bon, ça c'est vrai que c'est un argument qui revient beaucoup, c'est de dire les plus riches, de toute façon, si on les taxe, ils se débrouilleront pour contourner l'impôt, parce que c'est déjà ce qu'ils font aujourd'hui. Et ça, je trouve l'argument quand même assez dingue, parce que ça revient à dire en gros qu'on ne va pas taxer les plus riches parce qu'ils se débrouilleront pour échapper à la taxe. C'est à peu près comme de dire on va arrêter de mettre des limitations de vitesse sur les routes parce qu'il y a des gens qui continueront à rouler à 180 km/h. Non, le problème, ce n'est pas le code de la route, c'est les chauffards. C'est qu'il y a des gens qui contournent ce code. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a un problème d'optimisation fiscale en France, il y a un problème même d'évasion fiscale, puisque c'est à peu près entre 60 et 100 milliards d'euros de manque à gagner dans les caisses de l'État. Et plutôt que de dire que c'est parce qu'il y a cette optimisation qu'on ne va pas taxer les plus riches, il vaudrait mieux s'attaquer vraiment à l'optimisation fiscale et à la fraude fiscale. Et pour ça, vous avez besoin et d'interdire certaines pratiques, mais aussi de renforcer les moyens des gens qui luttent contre la fraude. Il suffit de discuter pendant quelques minutes avec des fonctionnaires qui bossent à la DGFiP, donc c'est la Direction Générale des Finances Publiques. Ils vous disent que eux, ils essaient de traquer les fraudeurs, mais ils ont beaucoup de mal parce qu'il manque et de moyens et de matériel. Donc peut-être qu'il faudrait s'attaquer avant tout à ce problème-là, donner à ces gens-là les moyens de travailler.
plutôt que de discréditer l'ensemble de la fiscalité sur les plus riches. En 30 secondes, après on passe au deuxième débat. Justement, parce que c'était quelque chose qui est évoqué dans le fameux rapport qu'on cite tout le temps du Conseil d'analyse économique. En fait, ce n'est pas seulement de la fraude, il y a petite partie de fraude, mais c'est surtout optimisation, donc utilisation des systèmes légaux, c'est-à-dire qu'on va faire autrement. C'est plus en fait de l'évaporation, de la disparition. Un peu comme si vous disiez, si on taxe un produit, zut, les gens vont plus consommer ce produit, il faut les obliger à continuer. Non, si c'est taxé, par définition, justement, c'est le système économique. Les gens, avec le changement d'information du prix, ils vont se comporter différemment et c'est très compliqué de les obliger à être irrationnels.